Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un sujet vraiment passionnant et crucial en pédiatrie, la santé bucco-dentaire des enfants. On va décortiquer ensemble tout ça, du développement tout à fait normal jusqu'aux anomalies les plus courantes. C'est un univers en soi qui en dit long sur la santé globale. La bouche d'un enfant, ce n'est pas juste un outil pour manger ou pour parler, loin de là. C'est une véritable fenêtre ouverte sur son développement. Chaque petite dent, chaque recoin de la muqueuse peut être un indice précieux. La grande question, c'est donc comment est-ce qu'on apprend à interpréter tous ces signes correctement? Pour bien comprendre, on va suivre un parcours logique en 5 temps. D'abord, on pose les bases, le développement normal. Ensuite, on verra ce qui peut s'en écarter avec les anomalies congénitales et les problèmes d'alignement. Et on terminera avec les deux grands ennemis de la bouche des enfants, la carie et les infections. C'est parti. Alors, commençons par le commencement. Tout part d'un calendrier de développement qui est en fait assez prévisible. Si on maîtrise cette chronologie, on a déjà la clé pour repérer ce qui sort un peu de l'ordinaire. Ce développement, il faut l'imaginer en deux grandes vagues. La première vague, c'est l'arrivée des 20 dents de lait, qui sortent progressivement entre 6 et 30 mois. Ensuite, on entre dans une phase de transition super importante, vers 6-7 ans. C'est là que les premières dents définitives arrivent et elles vont servir de guide pour toutes les autres. Le processus, lui, il continue tranquillement jusqu'à l'adolescence, avant de se conclure bien plus tard avec les fameuses dents de sagesse. Ce calendrier, c'est notre référence de base. Mais voilà, parfois, ce plan ne se déroule pas exactement comme prévu. On parle alors d'anomalies de développement ou anomalies congénitales. Elles peuvent toucher le moment de l'éruption, le nombre de dents ou même leur forme et leur structure. On peut classer ces variations en plusieurs grandes familles. Il y a d'abord des soucis timing, des bébés qui naissent avec des dents, ou au contraire une éruption qui se fait beaucoup attendre. Le nombre de dents peut aussi poser problème. L'agénésie, c'est quand il manque des dents, et à l'inverse, l'hyperdentie, c'est quand il y a des dents en trop qui viennent perturber l'alignement. La taille et la forme peuvent être inhabituelles, et enfin, la structure même de la dent peut être fragile, comme dans les dysplasies de l'émail, ce qui les rend bien plus vulnérables aux caries. Il faut garder à l'esprit que certaines de ces anomalies s'intègrent dans des tableaux plus larges, des syndromes plus complexes. La fente labiopalatine ou le syndrome de Pierre-Robin en sont des exemples bien connus. Dans ces situations, c'est toute une équipe de spécialistes qui doit se coordonner dès la naissance. Chirurgiens, orthodontistes, pédiatres, orthophonistes, c'est une prise en charge vraiment globale. Allez, on continue avec les problèmes d'emboîtement des dents, ce qu'on appelle l'occlusion. C'est le domaine de l'orthodontie. Et ce n'est pas juste une question d'esthétique. Un mauvais alignement peut avoir un vrai impact sur la mastication, la manière de parler et même sur la respiration. Bon, une occlusion normale, à quoi ça ressemble? C'est simple. Les dents du haut recouvrent un tout petit peu celles du bas et derrière, les molaires s'engrainent parfaitement, comme des engrenages. Une malocclusion, c'est quand ça ne marche pas. On peut avoir une béance, ce trou entre les dents de devant quand on ferme la bouche, ou un chevauchement parce qu'il n'y a pas assez de place, ou encore des décalages qui viennent des os des mâchoires elles-mêmes, comme une mâchoire trop en arrière, la rétrognathie, ou trop en avant, le prognatisme. On passe maintenant à l'ennemi public numéro 1 de la santé bucco-dentaire, la carie. C'est une maladie infectieuse et si on ne l'arrête pas à temps, les conséquences peuvent être vraiment sérieuses, de la simple douleur jusqu'à une infection qui peut se généraliser. Ce qui est absolument essentiel, c'est de comprendre que la carie évolue par étapes. Au tout début, c'est une petite attaque sur l'émail. À ce stade, c'est facile, une petite obturation suffit. Mais si on ne fait rien, l'infection creuse, elle atteint la pulpe, le nerf. Et là, c'est la rage dedans. La douleur est terrible, c'est la pulpite. Le traitement est déjà plus complexe. Pulpotomie sur une dent de lait, dévitalisation sur une dent définitive. Si on attend encore, la pulpe meurt, c'est la nécrose, et l'infection continue son chemin. Elle atteint le ligament, la desmodontite, puis peut former un foyer infectieux à la pointe de la racine. On voit bien que chaque étape non traitée aggrave les choses et peut mener, à la fin, à l'extraction de la dent. Mais la bonne nouvelle, c'est que la carie n'est pas une fatalité. On peut l'éviter. La prévention, elle repose sur 4 piliers solides. 1. Une hygiène impeccable, avec un brossage efficace. 2. Une alimentation où l'on fait attention au sucre. 3. L'utilisation de fluor pour rendre l'émail plus résistant. Et 4, évidemment, un suivi régulier chez le dentiste pour intercepter le moindre problème le plus tôt possible. On termine avec la deuxième grande famille de problèmes, les inflammations et les infections de la bouche, qu'on appelle les stomatites. Elles sont souvent très douloureuses pour l'enfant au point de l'empêcher de manger et de boire correctement. C'est un vrai problème. Ici, l'observation est reine. Le diagnostic va orienter directement la prise en charge. Par exemple, une primo-infection herpétique, qui peut être assez spectaculaire, pourrait nécessiter un traitement antiviral par voie orale, comme de l'aciclovir, surtout dans les formes sévères.
Pour un muguet, avec ses dépôts blancs caractéristiques, un antifongique local comme la nystatine est en général très efficace. Par contre, pour une herpe angine ou des aftes, il n'existe pas de traitement qui guérit la cause. La prise en charge est donc entièrement centrée sur le soulagement des symptômes. Et justement, au-delà du traitement spécifique de chaque cause, il y a une règle d'or, une priorité absolue. Il faut gérer la douleur pour que l'enfant puisse continuer à s'hydrater et à s'alimenter. La base, ce sont les antalgiques par voie générale. On peut aussi y ajouter des gels anesthésiants locaux à appliquer juste avant les repas. L'objectif numéro 1, c'est d'éviter la déshydratation. Alors pour résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir? Premièrement, bien connaître le développement normal, c'est la base. Deuxièmement, l'examen doit être systématique. On compte les dents, on regarde leur taille, leur forme, leur alignement. Il faut aussi savoir reconnaître une carie d'une stomatite pour agir vite et bien. Et finalement, le plus important, c'est que le rôle principal reste la prévention et l'éducation des familles. On termine avec une question pour ouvrir un peu la réflexion. La bouche nous a déjà raconté beaucoup de choses. Mais elle peut aussi être le miroir de maladies générales, de carences nutritionnelles, de troubles immunitaires. C'est un rappel puissant que l'examen de la bouche n'est pas une étape isolée, mais une pièce essentielle du puzzle de l'examen pédiatrique global.